I was such an indoor kid that I just really enjoyed playing video games. Salut à toi, c'est Ibu Bouboulan, et aujourd'hui je te présente le dernier album de Japanese Breakfast, For Melancholy Brunettes and Sad Women. Orlando in love, write 69 cantos for melancholy brunettes and sad women. Le petit déjeuner traditionnel japonais est un repas à l'image du déjeuner et du dîner. Composé d'une succession de petits plats salés, on y retrouve les mêmes aliments, riz, poisson grillé, natto et soupe miso, accompagnés de thé vert. Alors oui, mais le Japanese Breakfast qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le groupe de rock indé fondé en 2013 par l'autrice, compositrice, musicienne et écrivaine à succès, Michelle Zauner. C'est d'ailleurs même pas son premier groupe à Michelle Zauner. Non, son premier groupe, c'était un groupe de punk un peu à l'arrache, fondé à Philadelphie avec des potes d'université, Little Big League. Ils ont sorti 2 albums quand même, hein, et à la base, Japanese Breakfast, pour Michelle Zauner, c'est plutôt un projet à côté, pour lequel elle avait enregistré quelques morceaux à droite à gauche, mais qui ne va devenir son projet principal que lorsqu'elle va devoir rentrer dans l'Oregon, l'état dans lequel elle a grandi, pour s'occuper de sa mère malade. Alors, c'est pas une histoire qui finit bien, et à partir de ce moment-là, Japanese Breakfast, ça va devenir le projet qui va servir à Michelle Zauner à extérioriser son deuil. Ça va se faire en plusieurs étapes, forcément, mais les 3 albums qui vont sortir après cet événement vont incarner, sans que ce soit forcément fait de manière consciente, différentes étapes de ce deuil. Quand je regarde en arrière mon catalogue, je pense à Psychopomp comme une interprétation extrêmement brute du deuil, je pense à Soft Sounds from Another Planet comme cet état de dissociation qui est venu après, et je pense à Jubilee comme à une sorte de permission de ressentir du bonheur. Et que ce soit dans son parcours de vie ou dans son parcours d'artiste, ces 3 albums, ils vont aussi marquer l'évolution constante de Michelle Zauner. Si son premier groupe, Little Big League, avait tout du groupe qui tourne entre copains et qui fait la tournée des bars, Japanese Breakfast, avec le temps, va devenir de plus en plus important. Album après album, le groupe va gagner en reconnaissance, aussi bien critique que public. Le son va passer d'une esthétique très lo-fi à quelque chose de beaucoup plus produit, dès le 2e album, mais encore plus avec le 3e, Jubilee, qui pour le coup est un vrai festival au niveau de la production, hein. Une approche beaucoup plus pop, on fait péter les synthés, les violons, tout le tintouin. C'est avec cet album que la popularité de Japanese Breakfast va vraiment exploser. Invitation au Late Show, nomination au Grammy pour la catégorie musique alternative, d'autant que le disque, il accompagne quasiment la sortie du premier livre de Michelle Zauner, Crying in Ashmart, pleurer dans un supermarché spécialisé en produits coréens. Un livre autobiographique qui revient sur le deuil de sa mère, et notamment comment celui-ci est passé par une réappropriation de la cuisine coréenne, qui en était son pays d'origine. Il paraît que c'est super, et c'est un très gros succès littéraire, hein, best-seller du New York Times, 3T chez Télérama. C'est aussi à cette époque que va sortir un jeu vidéo dont Japanese Breakfast a fait la bande-son, pour le coup ambiante, le très joli sable inspiré de l'univers de Mobius. En fait, dans un très court laps de temps, Japanese Breakfast et Michelle Zauner vont totalement changer de dimension. Ce qu'elle va plus ou moins bien vivre. Et après toute la période de promotion et de tournée qui a accompagné Jubilee, il va lui falloir un petit peu de temps pour se poser et ne pas se brûler les ailes. Avec évidemment quelque chose de très contradictoire, hein. Pour une petite artiste indé, toutes ces opportunités qui s'ouvrent, c'est quelque chose d'absolument inespéré. Ce qui a pu la pousser à rentrer dans une spirale, à vouloir tout faire, tout prendre, tant que tout ceci était à sa portée, quitte à l'amener proche du dégoût. Si bien qu'après l'enregistrement du disque dont on va parler aujourd'hui, elle a pris 1 an de pause pour aller vivre en Corée. L'idée c'est de ralentir le tempo, de se rapprocher de ses racines, de la famille de sa mère aussi, et d'apprendre le coréen, dont elle ne connaissait pour l'instant que les termes culinaires. Ça donnera sûrement matière à un prochain bouquin, mais après cette année de pause,
il était temps de sortir cet album dont la post-production a pu être bien fignolée. Nous voici donc à l'arrivée de From Melancholy Women and Sad Brunettes. Alors, où est-ce qu'elle en était déjà, Michelle Zauner, au moment de l'écriture de ce disque? Eh ben, elle a eu le sentiment, 10 ans après, d'avoir, ça y est, été au bout de son deuil. Si Jubilee mettait en scène la joie retrouvée pour Michelle Zauner, ce For Melancholy Brunettes and Sad Women, il revient à sa nature plutôt mélancolique de base. Mais une mélancolie, j'ai envie de dire, apaisée, celle du quotidien d'une jeune trentenaire. Un peu du stéréotype de la brunette mélancolique dont parle le titre de l'album. Et c'est aussi, du coup, le retour à des arrangements plus rock, plus tournés vers la guitare après l'explosion pop de Jubilee. À la prod, c'est avec Blake Mills qu'elle a décidé de travailler. Pour la première fois, pas un de ses amis proches, pour aussi découvrir de nouvelles méthodes. Blake Mills, c'est d'ailleurs pas n'importe qui, il a travaillé avec Fiona Apple ou Bob Dylan, et il a d'ailleurs un printemps 2025 plutôt joli, puisqu'il est aussi à la prod des nouveaux albums de Lucy Dacus et Perfume Genius, dont je te parlerai probablement d'un des deux la semaine prochaine. Et sur ces nouvelles compositions, à nouveau plus rock donc, même si on n'est clairement pas dans l'approche lo-fi des débuts, le son reste très ample, Michelle Zauner vient donc poser sa mélancolie sur différentes thématiques. Amour, infidélité, mais aussi société, notamment avec un regard assez critique sur un volet très conservateur de la nouvelle génération, sur la chanson Mega Circuit, un jeu de mots sur MAGA Circuit, le cercle des Trumpistes. Et pour le coup, les moments les plus touchants de l'album, ils s'en trouvent en plein cœur, avec les deux chansons Little Girl et Leda. Little Girl, c'est une chanson écrite de la perspective d'un père qui aurait merdé d'une façon ou d'une autre et qui aurait perdu tout contact avec sa fille. Son quotidien devient d'une tristesse absolue, il boit pour oublier, à moins que ce ne soit la boisson qui l'avait éloigné de sa fille au départ. Et Leda, le morceau qui suit, est donc écrit du point de vue de la fille, qui va donner à son père un coup de fil pour la première fois depuis longtemps, alors que celui-ci se trouve à l'autre bout du monde, en l'occurrence en Grèce. Coup de fil où elle constate toute la distance, aussi bien géographique qu'émotionnelle, qu'il existe désormais, malgré le lien filial qui les unit. Dreaming of a daughter who won't speak to me. Running for her father, coming home. Ces morceaux, non seulement ils sont touchants en tant que tels, mais d'autant plus lorsqu'on les fait rentrer en résonance avec l'histoire personnelle de Michelle. Son père a en effet totalement changé de comportement après le décès de sa mère, ce qui fait qu'elle a fini par totalement couper les ponts avec. Elle en a d'ailleurs écrit un très joli texte pour un blog que je te mets dans la description si ça t'intéresse sur cet éloignement progressif. D'ailleurs, ce qui fait toute la richesse de l'écriture de Japanese Breakfast, c'est notamment tout son aspect très littéraire. Ça se ressent pas simplement dans son activité d'écrivaine, mais bien aussi dans l'écriture de ses chansons, qui sont pour la plupart extrêmement référencées. À la mythologie grecque, à Virginia Woolf, à des écrivains italiens du XVe siècle. Le dernier morceau, Magic Mountain, c'est aussi un clin d'œil direct au livre de Thomas Mann, La montagne magique, qui lui avait valu un prix Nobel au XXe siècle. Il y a également tout un aspect très méta dans l'écriture de Michelle Zauner, que ce soit par exemple dans le titre de l'album, mais aussi sur le morceau d'ouverture, où elle parle de sa volonté de ralentir une aventure, mais qu'elle ne pouvait finalement pas nous laisser tomber, nous, en l'occurrence le public, même si le morceau est écrit comme une chanson d'amour. Même chose pour Winter in LA, où elle s'adresse à son mec, mais ça marche aussi avec son public, où elle s'excuse de ne pas être quelqu'un de joyeux qui écrirait des chansons joyeuses, alors qu'elle est en train même de chanter une chanson mélancolique. I wish you had a happier woman that could leave the house. Et tout ça, ça fait de cet album une très jolie collection de chansons. Très courte d'ailleurs pour la plupart. L'album en tant que tel dure à peine plus qu'une grosse demi-heure, et je suis presque un peu frustré que, elle ne laisse pas parfois les morceaux se déployer un peu plus. D'autant qu'en plus on sait qu'elle sait le faire, et que quand elle le fait vachement bien. Je pense notamment à la clôture de Jubilee, qui était Posing for Cars, qui se terminait dans un très grand solo de guitare. Et sur cet album, au final, elle ne le fait qu'une seule fois.
Sur Holy Water, la seule chanson a dépassé les 4 minutes du disque. Et là encore, cet outro, c'est un des meilleurs moments de l'album. Alors, c'est pas bien grave, hein, comme bémol, tu me diras d'en vouloir toujours un petit peu plus. C'est la preuve en tout cas que ce qu'elle nous a donné, c'est déjà du grand art. Voilà, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé du disque dans les commentaires et à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi jeter un coup d'œil aux autres réseaux. Et en attendant, je te donne rendez-vous la semaine prochaine ici pour une nouvelle vidéo sur un disque qui est sorti ce vendredi.